Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Rigo, take a seat, non? Eh, Raseberi, Soninkankane Konteniani. Je suis obligé de vous dire les choses parfois. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, mon bat de frangin, ancien footballeur, homme de cœur, philanthrope, un homme qui a beaucoup de choses à nous dire. J'ai nommé Gara Dembélé. Take a Gara. seat, Ego. Comment tu vas? Ça va, écoute. Impeccable. Ouais, impeccable, impeccable. Merci déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Dans la première mesure, pourquoi je suis venu? Parce que c'est un podcast où ça me parle. J'ai vu beaucoup de célébrités passer et c'est quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire de parler d'un vécu qu'on a pu avoir et de simplement le transmettre, en fait. Et je pense que c'est important pour les générations à venir, que ce soit un footballeur, un artiste, un chanteur, parce qu'un chanteur a la vie différente d'un footballeur et un acteur a une vie différente par rapport au théâtre, tout ça. C'est un cheminement qui fait que, voilà, on prend des chemins différents, mais ça se rassemble et c'est ça que j'aime bien ici. Merci mon frère pour tes mots déjà. Ça commence bien. J'espère. En tout cas, c'est un plaisir d'être là et j'espère partager avec tous ceux qui nous regardent mon expérience et il y a beaucoup de choses à dire. Absolument, Gara. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors moi, c'est Dembélé Gara. Je suis né le 21/02/1986 à Gennevilliers, d'un père et d'une mère immigrés maliens. J'ai vécu à Gennevilliers dans mon enfance. Puis après ça, on est parti à Puteaux par rapport à des circonstances de la vie qui ont fait qu'on a dû déménager. Voilà. Donc voilà, Dembélé Gara, 39 ans, puteaulien, et voilà. Quelles circonstances, si on doit être un peu plus précis? Alors les circonstances, c'est que quand j'étais môme avec mon grand frère, parce qu'on était deux à cette époque-là. Le peu qu'on avait, en fait, c'est qu'on s'est fait cambrioler. On a fait un trou dans notre mur à Gennevilliers, dans notre petit appartement. Et on nous a dérobé tout ce qu'on avait. Donc, les services ont dû nous mettre dans des hôtels, pour pouvoir nous loger, justement. Et une chose, c'est que on a dû être séparés à ce moment-là par rapport au fait de pouvoir trouver un logement pour chacun, c'est-à-dire les parents, les deux enfants, par rapport à la scolarité. Donc ça a été une période difficile, mais oui, voilà. Donc je suis né à Gennevilliers. Par rapport à cet incident-là, on a dû déménager et on nous a logés dans le 92 à Puteaux. Donc, tu as commencé la primaire à Puteaux. Exactement, j'ai commencé la primaire à Puteaux, dans une école publique comme tous les enfants d'aujourd'hui. J'étais pas le meilleur. Certainement le plus turbulent, mais le plus marrant. Ce qui fait que on me laissait tout passer avec les professeurs. Mais oui, après ça a été très vite, hein. Le cheminement de la maternelle, la primaire, le collège, je suis très vite parti à Clairefontaine. Donc après, là, ça a pris un tournant dans ma vie, en fait. Et
moi, je veux que tu me parles de l'ambiance même au sein du foyer parce que vous êtes parti en catastrophe de Gennevilliers. Vous arrivez à Puteaux dans un nouveau décor, un nouvel environnement. Et puis, n'ayons pas peur des mots, Puteaux ne ressemble pas tellement à Gennevilliers en termes de diversité, ou du moins à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que directement, vous aviez senti c'est peut-être regard malaisant, peut-être senti que vous n'étiez pas forcément à votre place? Euh, euh, pour te dire la vérité, non. Dans un premier temps, quand on a déménagé, parce que on nous a relogés, donc on n'a pas choisi où on devait aller. Ouais. On a atterri à Puteaux. Puteaux, je ne sais pas si ce l'est encore, mais Puteaux, c'était la commune la plus riche de France. Par rapport à la Défense, avec le 440, toutes les sociétés générales, tout ça. Je sais ça quand même. Donc, on est dans une belle ville. On est dans une belle ville. Après, être arrivé à Puteaux, ça a été différent de Gennevilliers, parce que Gennevilliers, on était vraiment dans un tout petit truc. Et là, on est arrivé dans un truc où on avait plus d'espace, avec plus de chambres. Mais après, mes parents ont eu des enfants. Voilà, on a eu des enfants. Et mes parents ont eu des enfants, donc voilà. Non, mais après, plutôt, oui. Plutôt, on s'est adapté à Puteaux. Après, oui, quand j'étais à l'école, par exemple, j'ai eu peut-être, à l'époque, des moqueries ou des trucs. Je me rappelle, par exemple, d'un truc. J'étais en 6e. Non, j'étais en 6e, parce que quand je suis arrivé à Clairefontaine, j'ai redoublé. Donc, quand j'étais en 6e dans un collège, chez moi, il y a une mère qui me disait « Retourne dans ton arbre ». Mais moi, je comprenais pas. Et après, avec le fil du temps, tu te rends compte que c'est une brutalité folle et démesurée. Mmh. Qu'une mère de famille puisse te dire ça, or que t'as 12 ans. Mais voilà, et puis après, on fait avec, hein. On n'a pas le choix. Et exactement, Frangin. Et voilà, j'ai cru comprendre ou j'ai cru entendre que tu as toujours eu des facilités pour le foot. Tu jouais au sein du club de la ville, de Puteaux même? J'ai commencé à Puteaux, ouais, le CSM Puteaux, Ok. que je remercierai déjà jamais, parce que c'est le club qui m'a donné ma chance de pouvoir jouer, et sans que je puisse payer la licence. Parce qu'à l'époque, ça coûtait pas forcément le prix que ça coûte aujourd'hui, mais ça coûtait quand même cher. Quand on était en francs, et que moi, comme j'ai toujours dit, qu'on était plusieurs dans la famille, donc c'était compliqué de pouvoir ajuster chacun son sport. Donc voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire le sport, et avoir eu la chance que ce club me donne la chance aussi. Et puis, j'ai fait mes gammes là-bas. Et puis, un jour, un monsieur que je remercierai jamais, il se reconnaîtra, il s'appelle André Locussol. Ça a été mon coach, mon premier coach, qui m'a fait confiance. Moi, Clairefontaine, pour moi, je ne connaissais pas Clairefontaine, en fait. Et ce monsieur-là, un jour, est venu avec un dossier, c'est-à-dire à remplir. Et il me dit, il faut remplir, tes parents, il faut qu'ils signent, OK? Et donc là, c'est un test pour Clairefontaine. Donc, on fait le premier test, le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier. Et jusqu'au dernier où je suis pris. Donc, ce monsieur, encore merci aujourd'hui, André. Je t'en remercierai jamais assez. Et oui, donc, CSM Puteaux a fait que je puisse démarrer ma carrière. Et c'est bien de rendre hommage à ces gens de l'ombre à ces gens qui tapissent dans l'ombre en essayant de tirer la jeunesse vers le haut. Donc, shout out à lui. Et alors, toi, t'es en train de scorer, t'es en train de marquer constamment, tu te fais repérer comme tu viens de le dire, ou du moins, tu passes les tests à Clairefontaine. Est-ce que à ce moment-là, c'est une bouée de sauvetage parce que chez toi, j'ai cru comprendre que c'était quand même assez difficile. Là, il y a Clairefontaine où tu es très cadré, tu es à l'internat, en même temps tu joues tous les jours au foot, etc., le sport que tu aimes le plus. Tu l'as pris comme un cadeau venant du ciel? Peut-être pas comme un cadeau qui vient du ciel, mais c'est une chance que Dieu m'a donnée, et que j'en serai toujours reconnaissant.
Parce que, quand, faut dire la vérité, aujourd'hui, on est dans des quartiers. Si on n'a pas, je sais pas, moi, il y a des mecs aujourd'hui dans les quartiers se mettent à la boxe parce qu'ils ont envie de cogner des gens, ils se mettent à la boxe. Il y en a, ils se mettent au rap, il y en a, ils se mettent au foot. C'est notre seul échappatoire, en fait. Et quand on a un truc, on a un petit don, on a un petit truc, eh ben, il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai eu, c'est que le foot, j'ai senti, et comme je vous ai parlé de ce coach de André, qui m'a, entre parenthèses, donné des ailes pour pouvoir, voilà, il m'a bousculé, il m'a dit que voilà, c'était possible, que fallait pas lâcher, que ça allait être compliqué. Et je parle du football comme ça peut être dans d'autres sports. Parce que d'autres sports, c'est complètement, la routine est complètement différente du footballeur. La mise au vert n'est pas pareille, la préparation n'est pas pareille. Il y a un boxeur, il a des combats tous les 3 mois, tous les 6 mois, on sait pas. Nous, on joue tous les week-ends. Faut être structuré. Après, on nous mentalise, en fait, à voilà, quand est-ce que c'est le match, quand est-ce que c'est le repos, quand est-ce que faut te foutre dans la glace. T'es conditionné. T'es conditionné. T'es conditionné. Clairement. Mhm. On est conditionné. Et tu sais, si je me suis permis de te lancer là-dessus, c'est moi, il y a quelque temps, j'avais vu une interview de Zoumana Camara, Ouais. qui disait que lui, à l'époque, quand il était en centre de formation à Saint-Étienne, si mes souvenirs sont bons, lui, c'était quelque part une bouée de sauvetage parce que ça l'échappait de son quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Il allait retrouver des potes en centre de formation, il allait jouer au foot, etc. Et si je te dis ça, c'est que toi-même, et là, je fais appel à ma mémoire, quand je te voyais à travers la célèbre émission à la Clairefontaine, t'étais un poisson dans l'eau. Tu vois, tout le monde t'aimait. J'ai l'impression que c'était le même schéma. J'ai ce truc, ouais. J'ai ce truc d'affection, en fait, que les gens font que on aime bien Gara. Mais après, j'essaie pas de faire semblant. Sincèrement, j'essaie d'être toujours moi-même. Et puis voilà, après, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Des gens m'aiment bien, des gens me détestent. Et puis voilà. Et déjà, là, je viens de parler un petit peu du fameux, ou du moins de la fameuse émission à la Clairefontaine. Bon, les plus jeunes ne sauront pas probablement de quoi il s'agit, mais en tout cas, moi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque, tu vois. Donc, moi, je veux savoir, c'était quoi le feeling du moment, parce que vous étiez les premiers bébés stars, tu vois. Bah, déjà, moi, quand en France, j'entends parler de la première télé-réalité, genre la Starac, les trucs, c'est du monde. On a fait avant la Starac. Ouais, exactement. On a fait avant la Starac, et pour moi, Clairefontaine, c'était comme une télé-réalité entre parenthèses. C'était pas ça, parce que nous, oui, c'était un peu ça, parce qu'on montrait notre quotidien, ok. Mais on a été les premiers, en tout cas. Ça a été quelque chose de spécial, parce que quand t'as 12 ans et que t'as une caméra qui te suit, et quand tu te lèves, t'as encore les crottes de semoule dans les yeux, tu vas prendre ton petit-déj, Yves prend le car, et nous, dans le car, à Clairefontaine, ça, faut pas le dire, hein, les enfants, faut pas le dire. C'est prescription. Parce qu'à Clairefontaine, on doit aller à l'école en jean, et nous, on mettait des jogging. Donc, dans le bus, on avait toujours un jogging dans le sac à dos et un jean, donc on changeait. Donc on arrivait à l'école en jogging parce que les jeans c'est trop. Mais ouais, non, Clairefontaine, ouais, c'est. Je pourrais jamais parler. Je sais pas comment parler de Clairefontaine parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, Clairefontaine, ça a été quelque chose. C'est pas quelque chose dans ma vie, c'est un truc qui me marquera à vie. J'ai un tampon. J'ai INF dans mon dos. J'ai un tatouage imaginaire dans mon dos, INF.
Et c'est comme ça. Et déjà, pour que les gens puissent visualiser, est-ce que tu peux nous rappeler ta promotion, s'il te plaît? Alors, dans ma génération, moi, c'est génération 86. Alors, j'étais avec Abou Diaby, Hatem Ben Arfa, Ricardo Fati, Quentin Westberg, Elmi Loussaïef, Habib Belaïd. Habib Belaïd, Abdelak, Nabil, parce que je vais citer même ceux qui ne sont pas pros. Parce que moi, ceux qui n'ont pas eu la carrière qu'on a pu avoir nous, Bien sûr. ils font partie de ma génération. C'est Bastien Benoît, Stéphane Vianef, JP, Nadim Saïd et tant d'autres. Et désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais je vous aime. C'était quoi, une famille de substitution pour toi? Ça l'était clairement parce que on restait la semaine là-bas. C'est-à-dire on venait le lundi, on repartait le vendredi soir. Et en fait, le week-end, on avait le samedi et le dimanche. Le samedi, on jouait avec nos clubs respectifs. Donc, on n'avait même pas le temps de profiter de la famille. C'est-à-dire que le dimanche soir, il fallait être à Clairefontaine. Donc, on avait la matinée pour profiter avec papa, maman ou aller voir les cousins ou cousines. Pas beaucoup de temps. Donc, oui, c'était ma famille. Et comme je dis dans une interview précédente, moi, ça me déchirait le cœur de voir partir les mecs. C'est ton frère. C'était mon frère. C'était mon frère de la maison qui était avec moi. Et même s'il n'était pas noir, c'était mon frère blanc. C'était mon frère juif. C'était tout le monde. Et oui, parce qu'à Clairefontaine, il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des athées, il y avait des bouddhistes, il y avait de tout. Il y avait de tout. On était tous ensemble. Tous. Moi, pour te dire, à Clairefontaine, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai déjà mis des téfélines à des joueurs qui étaient de confession juive. Il est où le mal? Le mal, il est où? On est 12 ans, 13 ans. Je respecte toutes les religions. Mon père m'a dit, tu es musulman, tu es né musulman, tu es musulman. Je sais qu'il y avait la religion christianisme, il y a le bouddhisme, il y a les athées, il y a les juifs. On respecte tout. Tu sais, moi, et là, je vais faire appel à ma mémoire, t'étais un peu la tête de gondole de toute cette génération avec Hatem Ben Arfa. Et il y a les caméras qui étaient une fois, pendant une séquence, venues à la maison, où on te voyait avec tous tes frères et sœurs qui étaient en train de déambuler partout dans la maison, etc. Il y avait ta mère qui était à tes côtés. Et moi, je veux savoir, et arrête-moi si je me trompe, mais est-ce que dès 12 ans, t'as enfilé le costume de sauveur? À 12 ans, non, mais quand je suis parti à Clairefontaine, après que j'ai su que j'avais des responsabilités dans la mesure où j'étais mis en avant par rapport à mes qualités footballistiques, aux gens qui ont pu parler à mon père. Donc, moi, j'étais, allez, je vais dire entre parenthèses, privilégié, parce que mon père m'achetait des équipements qui coûtaient cher à l'époque. C'était à Gosport, mais ça coûtait cher quand même. Après, oui, quand je suis arrivé à Auxerre, comme j'ai dit, je le répète dans une interview que j'ai pu faire avant, j'ai signé très tôt, moi, à Auxerre. Et c'était pour aider ma famille. Parce qu'on en avait besoin et parce que pour moi, c'était une chance de pouvoir avoir une somme telle à ce moment précis de ma vie, j'allais dire young en anglais, jeune, et pouvoir les aider. Et ce qui a suivi, c'est que j'ai toujours essayé d'aider ma famille au maximum que j'ai pu. Et si je me permets de te lancer là-dessus, c'est parce qu'au sein même de cette série, on disait de toi que tu n'étais pas forcément bon à l'école. Et généralement, quand tu n'es pas bon à l'école, on te met à la porte. Tu vois? Et toi, en l'occurrence, tu n'étais pas bon à l'école, mais sur le terrain, tu étais un tueur. Bah moi, j'ai été l'exception de Clairefontaine, je pense, comme
comme à Auxerre aussi, parce qu'Auxerre, Giroud a viré 2 personnes dans toute sa carrière de coach. Et on peut que avoir des louanges pour la carrière de Giroud à Auxerre. Clairefontaine, j'ai eu un coach qui m'a toujours dit qu'il ne voulait pas me virer. Parce qu'il pensait que j'allais prendre un tournant différent dans la vie. C'est-à-dire être délinquant. Il me dit, je ne te vois pas autre part qu'à Clairefontaine. Donc, C'est qui? Monsieur Dussault. Dussault. Monsieur Dussault, que je lui envoie un grand bisou. Et j'espère que je vais pouvoir aller le voir rapidement. C'est lui comme Giroud, c'est des personnes pour moi qui comptent beaucoup, sincèrement, parce que c'est des gens. Sans eux, j'aurais pas pu avoir ma carrière. Giroud, sans Giroud, j'aurais pas pu rebondir. Sans Monsieur Dussault, si mon m'aurait viré de Clairefontaine, j'aurais pas pu avoir ma carrière. Donc ouais, je le remercie. Ouais. Beau témoignage. Et tu vois, tu viens de répondre à moitié à ma question, à savoir qu'à l'école, tu n'étais pas forcément bon, mais que tu étais quelque part une exception. Mais tu sais, il y a aussi ce truc dans les centres de formation, dans les instituts, où les mecs ne sont pas bêtes, dans le sens où, oui, on t'apprécie, mais si on sait que tu n'auras aucune valeur marchande, on va pas te garder. Tu me suis? Aujourd'hui, tu sais, dans les centres de formation, on voit très rapidement le potentiel des jeunes. Donc, les clubs ne sont pas bêtes. Tandis que tu vas avoir l'autre, le bosseur, qui est derrière, le bosseur qui ferme sa gueule et qui bosse et qui bosse. Tandis que toi, tu as les acquis, mais tu restes sur tes lauriers, entre parenthèses. Non, ça va pas aller. C'est qu'il y a toujours une remise en question, surtout dans les centres de formation, parce que dans les centres de formation, malgré tout, il faut dire la vérité, hein, on ne nous parle pas beaucoup. Hein. On a, je sais pas, enfin, je pense que ça se passe encore comme ça dans les centres de formation, mais on a les cours à domicile. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Auxerre, je descendais 10 marches, et j'avais mon professeur en bas, dans une salle. Je descendais, j'avais les yeux gonflés, voilà. Si tu n'avais pas pris le petit déj avant, tu descendais juste pour les cours. Les cours, c'est important, oui, c'est important. Mais après, voilà, moi, j'avais pas ce truc avec les cours. J'arrivais pas à me dire, faut apprendre ça, faut apprendre ci, ok. Je laissais passer l'heure, voilà. Mais, et c'est pas pour ça que je suis plus bête qu'un autre, hein. Non. Parce que malgré tout, je parle des langues, je peux parler avec des gens. En fait, sans te couper, si je me permets de te parler de ça et te lancer sur ça, frère, c'est pour montrer à quel point tu avais un talent brut, un talent pur et unique. Tu comprends? Et dans le sens où, tu sais, c'est aussi un game, c'est un business où malheureusement on ne te fera pas de cadeau. Et toi, en l'occurrence, ton talent t'a permis quand même de passer à travers les mailles du filet. Et c'est ce que je voulais souligner, mon frérot. Et tu sais, avec le recul, et on est des frères, on se dit la vérité, est-ce que la surexposition, du moins très tôt, t'a pas fait du mal? Bah, pour te dire non, parce que surexposé, moi, on m'a pas surexposé, dans la mesure où je passais dans les journaux locaux. Il a marqué 4 buts en CFA ou en CFA2. On parle pas tu passes sur l'équipe ou tu passes sur le truc. Donc non. Après moi, c'est peut-être dans ma tête, avec tout ce que j'ai reçu d'un coup, qui a fait que, pour moi, j'étais loin. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, là, on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, hein, que les gens essayent de se remémorer un petit peu, mais tu étais quand même très exposé. Tu avais des approches de clubs. On commençait à parler de toi en disant que lui va faire une belle carrière. Et puis, même au sein de ton entourage proche, il y a des attitudes qui peuvent commencer à être bizarres. Dans mon entourage proche, il n'y a eu personne. Mes parents ont fait ce
ce qu'il devait faire. Et puis après, pour te dire la vérité, c'est moi, au bout d'un moment, où j'ai flanché. J'ai flanché totalement. Dans la mesure où j'étais jeune, j'avais beaucoup d'argent. Tout le monde te dit oui, personne te dit non. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et que d'un côté, tu apprécies. Avant, on te disait, oh, sale noire, retourne dans ton arbre. Et là, tu vas dans les restaurants, on te dit, tu payes pas. Là, tu vas dans des hôtels, on te dit, monsieur, c'est bon, vous faites une photo, c'est bon. Donc, tu vois. Même en CFA Auxerre? Peut-être pas en CFA Auxerre, mais après. Ouais. Mais c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ils vont être exposés à ça. Et je le vois même aujourd'hui. Les mecs, quand ils sont dans des hôtels, ils mettent quoi? Resort, truc là-bas. Ils ont pas besoin de ta pub. Ils gagnent de l'argent sans toi. Et ça, c'est des... Tu vois, c'est donnant entre les trucs. Les stars, les restaurateurs, les trucs. Et, ok, ça a toujours été comme ça, de toute façon. Et ça le restera. Hein. Les billets d'avant-première, c'est qui c'est les amis des... On ne donne pas n'importe qui. Et tout à l'heure, tu disais que tu as été transféré, entre guillemets, à Auxerre. Tu es passé de l'INF à Auxerre. Et tu as dit que ta famille avait touché une coquette somme. Si aujourd'hui, on doit être précis, sachant qu'il y a prescription, c'était combien? C'était que dalle. Je crois qu'à l'époque, c'était... Mais vraiment que dalle. Je crois que c'était dans les... Peut-être dans les 80 000 euros. 100 000 euros. Que ta famille a touché? Oui, d'un coup. Mais c'était énorme à l'époque. Mais tu t'imagines pas, toi, comment... À l'époque, 100 000 euros, c'est énorme. Et moi, j'étais pas dans les couches, mais j'avais 12 ans et demi. C'est énorme. Et puis moi, j'ai pas réfléchi. On en a besoin. Ça peut aider notre quotidien. Tête baissée. Ça aurait pu être n'importe quel club, comme je le répéterai toujours. Et je ne regrette pas. Vraiment. Vraiment. Parce que mes parents ont tout fait pour nous. On est beaucoup de frères et sœurs. Des immigrés qui sont venus en inégalité, ouais. qui ont cravaché pour avoir leur papier français, avoir des séjours de 1 an, 5 ans. Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, c'était comme pas une récompense, mais une sorte de inconsciemment. Merci papa et maman. Et je savais qu'aussi que ça allait aider le quotidien de mes frères et sœurs. Et je sais aussi, parce que je suis un Malien, que cet argent-là va être aussi transféré une partie un petit peu au Mali pour pouvoir faire des choses. Et est-ce que le fait de ça... Tout à l'heure, je te parlais de sauveur de la famille. Et en fait, c'est pour toutes ces choses-là, parce que tu étais un adolescent, 12-13 ans, tu sais que tu emmènes une coquette somme à la maison. Et puis d'ailleurs, faut pas minimiser le coût, hein, c'était une coquette somme, et ça l'est toujours. Mais est-ce que ça peut pas te faire vriller, même au sein du foyer? Tu sais, il y a un adage qui dit que dans la famille, le plus grand, c'est celui qui emmène l'argent. Oui, mais moi, je trouve que ça, c'est... Je trouve qu'on ne devrait pas dire ça, en fait. C'est pas celui qui ramène le plus d'argent à la famille qu'on doit lui donner plus d'importance qu'à un autre. Mais malheureusement, cet adage est aussi réel. Et c'est réel, et ça l'est. Mais chez moi, non. Chez moi, on a toujours été sur un piédestal avec tous mes frères et sœurs, donc non. Pour moi, non. Après, oui, comme tu as dit tout à l'heure, oui, j'avais peut-être une responsabilité à aider parce que j'avais les moyens de pouvoir le faire dans un premier temps. Mais sinon, non. On a toujours été sur le même piédestal avec mes frères et sœurs. Le même pied d'égalité. Égalité, exactement. Exactement. Tu sais, alors,
On va pas retoucher USL, hein, tu me connais, hein. Vas-y, je t'attends. Gara, t'es à Auxerre. T'es en train de scorer. T'es en train de confirmer les attentes placées en toi. Tu sais, et pour être totalement transparent avec toi, on a des frères en commun. Bruce Dombolo, Momo Sissoko. Et ces deux frères-là m'ont dit que du bien sur toi. En me disant que tu étais super attachant. En disant que tu ne laissais personne insensible, indifférent. Et ils étaient élogieux à ton égard. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je leur ai posé la question aux deux frères, ils ne se sont pas concertés. Bruce m'a même dit qu'il t'avait enfermé dans un placard une fois. Et donc, tu vois, c'est dire à quel point il était précis dans les détails. Mais frérot, d'où te vient cette sympathie? Mais ça me dérange, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça me dérange. À chaque fois que j'entends ça, tu sais quoi? Ça me fait un truc dans mon corps. Je sais pas. Après, Momo et Bruce. Momo, c'était mon grand frère à Auxerre. Momo, malien comme moi. On venait du même village au Bled. Bruce, le grand frère, que tout le monde connaît, Bruce, qui est un mec un peu comme moi, qui a beaucoup à dire, ce mec. Okay. Qui a fait des orales, qui a tout fait, le mec, qui est sur la télé aujourd'hui. Salut Bruce. Big up. Ouais, tu vois, donc... et tu vois, par exemple, ce mec-là, de Bruce, il n'a pas réussi dans le foot, mais il a rebondi. Absolument. C'est la résilience. Ne rien lâcher. Ce mec, il n'a rien lâché. Et moi, j'essaie de rien lâcher. Après, parfois, c'est vrai, j'ai des moments de mou. Parce que c'est dur, il y a des trucs, il y a trop de trucs dans la tête. Mais après, il faut... T'as vu ce qui se passe dans le monde? Nous, on a de l'eau déjà potable. Les gens n'ont même pas d'eau. Juste ça. De l'eau potable. Mais en tout cas, pour reprendre tes propos, c'est vrai qu'il est résilient et tu l'es aussi. Et tu sais, est-ce qu'il y a des fois, et là je m'incorpore dans la chose, est-ce que des fois on ne donne pas le bâton pour se faire battre? Tu vas comprendre là où je veux en venir. Parce que toi, tu arrives à Auxerre, beaucoup d'espoir placé en toi, mais à chaque fois, on dit de toi que le comportement n'est pas approprié. Tu sors souvent en boîte, tu conduis sans permis. Alors oui, parfois les clubs, et je pense que certainement, même encore aujourd'hui, les clubs donnent le bâton pour battre les jeunes. Pourquoi? Parce que quand ils sortent du centre de formation, on leur donne aucune... comment dire? Ils ont aucun entourage, aucune structure qui puisse les encadrer après. Parce que tu passes du centre de formation à une chambre qui fait 16 mètres carrés et tu passes dans une maison ou dans un appartement qui fait 90 mètres carrés et tu es tout seul, tu as 18 ans, tu as ta voiture, tu as ton permis, tu as ton compte bancaire, tes parents sont à Paris, toi tu joues à Marseille ou je sais pas où, à Nantes, ou tu as personne. Qui t'aide? Qui t'aide? Dis-moi qui t'aide. Ta télé? Non. Non. Tes amis? Non. Tes faux amis que tu appelles quand tu es à Paris, ouais, je monte à Paris, ouais, c'est bon, ok. Non. Il n'y a personne. Alors, tu commences à être dans un environnement comme ça, eh ben, tu te dis quoi? Il faut que je me fasse un petit concon. Et c'est là la dangerosité de la chose, c'est que on est livré à nous-mêmes et qu'on a tellement de gens autour. On a tellement de gens autour. Ouais, on a tellement de gens autour qui sont là à attendre le monde petit signe pour qu'ils puissent se grappiller à ton groupe, quoi. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais un grand frère. Lui, il n'aurait pas pu te raisonner à ce moment-là de ta vie? Si, mon grand frère aurait pu me raisonner, mais après, mon grand frère a aussi sa vie. Il a eu sa vie de grand frère.
il s'est très bien occupé de moi, mais il a eu aussi sa vie. Donc, je pourrais jamais lui en vouloir à mon grand frère. Pas du tout. Chacun a fait son chemin de son côté, et puis aujourd'hui, c'est toujours mon grand frère, et il s'occupe toujours bien de moi. Hein. Et quand il faut me mettre des temps dans la gueule, il me les met. Hein. En tout cas, c'est un triste constat, mais toujours sincère. Et rien que pour tout ça, déjà, je te salue, frère, sincèrement. Et tu vois, on parle encore une fois de talent. Et comment ça se fait que t'es pas apparu dans le groupe pro avec Auxerre? Pourquoi? Parce que j'ai voulu aller trop vite. Pourquoi? Parce que j'ai vu Abou Diaby partir à Arsenal. Et moi, je me rappelle quand je m'entraînais avec la CFA, parfois j'allais voir le groupe des pros, pour regarder justement les mouvements des attaquants, de Djibril, tout ça. Parce qu'Abou avait mon âge. Ouais. Mais Abou était Abou était avec les pros. Donc j'allais regarder les trucs en cachette. Ça, ils ne savent pas encore. Mais bon, c'est vrai, j'allais en cachette. Et il y avait un recruteur, Gilles Grimandil, l'ancien d'Arsenal. Gilles Grimandi, ouais. Tout seul, il était. Tout seul. Avec ses cheveux, il était tout seul comme ça, dans le froid. Il regardait que Abou. Abou est parti après. Et Abou m'a donné des idées. Moi, je me suis dit que j'allais pas jouer au Auxerre parce qu'il y avait du monde quand même. Il y avait Djibril, il y avait un mec qui s'appelait Benjamin Moari. Oh là là, lui, là, avec ses dribbles. Ouais. Genre, Lui, quand il marquait, il faisait comme ça. Et lui, il me tuait. Il a fait 2 ans au Auxerre. Il a pas dit bonjour une fois en français. Il est arrivé, il faisait comme ça. je me souviens. Mais je l'aimais trop. Mais comme il était costaud sur le terrain en plus. Ouais, il était bon, lui. Un Hein. tronc. Mais il remplaçait bien Cissé, hein. Dès qu'il rentrait, il marquait. Ouais. C'était ça. Giroud disait, si voulait pas sortir, allez, sors. Ouais, marqué. C'est ça. C'est Il y avait trop. Luigi Pierroni aussi. Pironi, le Belge. Ouais, Et exactement. moi, je me suis dit, non, ça va être compliqué. Donc, et en plus, quand il n'y avait pas eux qui jouaient, Giroud trouvait une solution. Il y avait Calais, il y avait Fadiga et tout. Attends, Tu vois. Kalilou Fadiga, mais c'était une équipe de fous. Hein. Auxerre. Je suis arrivé à la mauvaise période, moi. Ah ouais. Ils avaient gagné. Auxerre avait gagné en Ligue des Champions Arsenal 2-1. ouais. Capot. Capot, la Chueur, je crois aussi. La chute, je me rappelle plus, mais Je je me crois rappelle de passe la des- frappe de Capot. Oh, Capot, Olivier. Petit pont à Vieira. Oui. Ouais, si. Mais tu vois, moi, ça me touche, hein, tout ce que tu dis, hein, dans le sens où tu te remets en question et en même temps, tu dis que tu as fauté aussi par moment, tu vois. Abou Diaby, par exemple, pour parler de lui 2 secondes, tout à l'heure, je te parlais de Clairefontaine, je te parlais de tout ça, mais Abou, c'était pas la tête de gondole de tout ça. C'était pas quelqu'un qui était surexposé très tôt. Abou, il a peut-être pas été surexposé, mais je peux te dire qu'à Clairefontaine, Abou, quand on le voyait s'entraîner, on savait, Abou, c'était quelque chose. Après, non, Abou, ça a toujours été quelque chose. Ok. Abou, c'est toujours la personne, tu crois qu'il va perdre le ballon, mais t'inquiète pas, avec ses compas, il te met le crochet et tout. Ça, c'est ça, Abou. Abou, c'était mon meilleur passeur décisif de ma carrière. Magnifique. Alors, tu disais que, voilà, tu as été un peu trop pressé parce que tu as vu le départ d'Abou, tu as vu tu pensais que les choses ne bougeaient pas assez vite, hein, pour toi. Tu sais, là, on est en 2006-2007. Auxerre, voilà, ne te fait pas forcément confiance. Où est-ce que tu pars juste après? Au Danemark. Est-ce que c'est un bon choix? Non. Complètement non. Parce que c'est un club où, déjà, je pars. On me dit que c'est une première division, donc j'accepte. Mais je pars là-bas, je fais 3 mois. Mauvaise expérience. Un coach qui me parle pas, qui me calcule pas, qui m'a clairement dit qu'il voulait pas de moi. Donc j'ai fait 3 mois là-bas. Donc... Et après ça, je suis revenu à Auxerre. Mais là, tu étais pro. Au Danemark? Ouais. Ah oui. C'est Auxerre qui t'a fait passer pro. Auxerre, oui. Auxerre, j'étais pro. Oui. Pro. Après ça, je pars à Aarhus, au Danemark. Je fais environ 3 mois. Et puis après, entre parenthèses, Auxerre m'avait viré avant de partir au Danemark. Donc je pars au Danemark. Je sors du Danemark. Et là,
Et j'ai un appel de Guiraud. Pourquoi Auxerre t'a viré? Extra sportif. Auxerre, c'est pas une institution. Auxerre, on peut faire des dégâts dans la ville. On peut pas avoir un comportement tel que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que respectueux du club, je l'ai été, mais j'ai pas été respectueux. Oui, de mes collègues, du club, parce que j'ai fauté là-bas, parce que malgré tout, quand je faisais quelque chose, malgré tout, j'étais un genre de la JOCR, donc ça impacte le club. Ça salit la JOCR, mes coéquipiers, les fans, tout le monde. Donc, c'est ça le truc en fait, c'est que il faut se mettre en tête dès le plus jeune âge quand on passe pro ou semi-pro, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus Gara 1, on a là c'est le nouveau, c'est une personne qui est publique, c'est une personne dès que tu vas dire quelque chose, on va le reprendre. Si tu fais un tweet, on va le reprendre. Donc voilà. Et quand tu parles de fautes envers tes camarades, c'était quoi? Si on doit mettre les mots là-dessus. Bah, les fautes envers mes camarades, c'est parce que j'ai eu beaucoup de camarades qui m'ont toujours dit que je partais entre parenthèses et que ces camarades-là, je pense qu'ils avaient vraiment un attachement fort envers moi. Donc à chaque fois, voilà, ils étaient derrière moi, et pour moi, je les ai déçus en fait. Tu vois, je les ai déçus. Ouais, je pense que je les ai déçus. Donc voilà, tu vas en Danemark, ça se passe pas trop bien, tu reviens à Auxerre parce que c'est aussi un club familial et ils aiment pas voir leur poulain évader dans la nature, tu vois. Ça, je sais pas trop si on peut dire le poulain parce que c'est comme si toi tu te fais virer de ton taf demain et on te reprend 4 mois après. Va comprendre. Merci Guiraud. Parce que Guiraud avait ce truc avec moi. C'est Guiraud qui a pris la décision de me rappeler. J'étais chez moi à Paris. Je crois 7h30, 8h. Je reçois un appel. Viens à demain à Auxerre. Coach? C'est vous, coach? Oui, c'est Guiraud, tu viens demain. Je peux même pas t'expliquer comment dans mon corps c'était, parce que je sortais du Danemark, donc j'avais plus de club. Pour moi, j'étais entre parenthèses au chômage. Et là, j'ai Auxerre qui me rappelle. Voilà, donc ouais. C'est quelque chose de spécial, ouais. Donc c'est pour ça que Guiraud, pour moi, c'est... Il a une place importante pour toi. Oui, beaucoup. C'est bien. Et donc, du coup, tu es à Auxerre, mais tu restes toujours en CFA. Tu n'arrives pas à percer le plafond de verre. Tu vois? Donc, moi, je t'avais un peu perdu des radars. Et là, je vais avancer un petit peu et tu vas comprendre là où je veux aller. On est en 2008, OK? Et il y a ton nom qui apparaît dans les faits divers à Rome. Et moi, ça m'avait touché. Ça m'avait touché pour de vrai parce que je t'avais vu dans le documentaire dont on parlait tout à l'heure. Je voyais plus ou moins ce qui se passait à Auxerre et tout. Et là, dans les faits divers, pour une affaire de agression sexuelle. Et il y a même une photo de toi qui sortait avec les menottes, etc. Moi, je veux savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé parce que tu as été en prison et quelques temps après, on a cru comprendre que c'était une machination de la victime. Mais finalement, cette affaire t'a enlisé aussi dans les ténèbres. Bah, comme j'ai pu l'expliquer, je partais en Italie simplement pour faire un petit peu la tournée des clubs qui avaient de l'intérêt pour moi à l'époque. Et un soir, je me trouve à Rome, en centre-ville, avec le mec qui était venu me chercher à l'aéroport. On va dans un petit pub, là, un truc comme le Paradis du Frire à Paris, qui ferme à 2h. Puis je vais aux toilettes et j'ai une femme qui rentre avec moi aux toilettes. Et puis voilà, il dégage.
Elle sort, elle dit qu'elle s'est fait accuser de viol. Mais le truc, c'est que moi, je reste toute la soirée dans le truc. C'est un truc qui ferme à 2 heures du matin. Je reste jusqu'à 2 heures du matin. Donc, cette femme-là dit qu'elle s'est fait violer, mais elle n'a pas été voir la sécurité. Moi, je suis tranquille. Moi, je suis retourné à ma table, manger mon petit poulet avec ma salade. On part à 2 heures du matin. Donc, cette femme n'a pas été voir la police. Le lendemain, l'organisateur de soirée, parce que c'était un truc, entre parenthèses, un peu chic. Donc, l'organisateur de soirée appelle le mec avec qui j'étais en question. Donc, lui dit, oui, t'étais avec un Français, bon, faut qu'on se revoie parce qu'il y a eu des trucs et tout. Il y a eu des trucs, non, mais positifs, hein. C'était genre, ouais, il y a un mec qui veut le croiser par rapport à un business, il veut le mettre, bon, bref. Le lendemain, on va à la gare de Rome. Et là, en 2 minutes, j'ai les menottes. On arrive, 5 minutes après, j'ai les menottes. Je suis les flics, super bien habillés, beaux gosses, civils. Ils me prennent, on me ramène au poste de police. Déjà, dès que j'arrive au poste de police, je te jure, hein, ils avaient une baie vitrée ouverte sur environ 20 mètres qu'avec des journalistes. C'est-à-dire, c'est comme si Beckham tirait un corner. Ils m'attendaient tous. Donc, moi, je sors avec les menottes, avec un truc en plus, un t-shirt que j'avais. Made in Italy. Une casquette Corleone italien. Ah, ouais. Mais ouais, c'est une chose que je ne l'ai pas provoquée. Ça m'est tombé dessus. Et ça m'a fait du mal dans ma carrière. Mais avec la fille, c'était totalement rien passé? Rien du tout. Ok. Dans la mesure où, par rapport à ça, bon, j'ai tous mes collègues d'Auxerre, Abou, Younes, Giroud, qui ont fait une belle collecte parce que ça coûtait vraiment cher. Vraiment, vraiment cher. C'est-à-dire que mon avocat qui était basé à Lyon, qui venait en Italie, il dormait à l'hôtel. Après ça, il a dû partir à l'étranger pour faire des vérifications. Tout ça, ça a un coût. Et moi, déjà, je me rappelle même pas si j'avais de l'argent ou pas. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, j'avais cette cagnotte qui a fait que ça a pu m'aider. Parce que sans avocat, je m'imagine pas la suite. Sans avocat, tu passes en commis d'office et tu pars. Tandis que là, non, moi j'ai dit non. Le lendemain, j'ai vu l'ambassadrice de la France. J'ai demandé des explications. Je suis jeune, je parle pas la langue. C'était brutal, hein. Et est-ce que tu étais déjà finalement présumé coupable à cause de ton faciès, à cause de ton statut? Bah, je ne dirais pas que les Italiens sont racistes. Pas du tout. Mais quand vous entendez une histoire comme ça, à la télé ou autre part, vous posez des questions. Mais pour ma part, en fait, j'étais tranquille dans la mesure où je savais que j'avais commis aucun délit. T'es resté combien de temps en prison? Pour tout, à peu près 3 mois. Ok. Puis après, j'ai été signé à résidence dans une maison de personnes religieuses, catholiques, où j'ai eu aucun problème dans la mesure où j'accepte tout le monde. Donc, on avait une tablée, on avait 30 personnes. C'était des gens des gens en réinsertion. Donc, voilà, après, il y avait des tâches ménagères tous les jours auxquelles je m'y tenais. Et puis... Et comment t'expliques, sans te couper, Frangin, qu'il n'y ait pas eu des recherches approfondies? Parce que si tu me dis qu'il s'est totalement rien passé avec la personne, aujourd'hui, il y a des preuves matérielles qui peuvent te permettre de savoir directement si tu es totalement étranger à une affaire ou pas. Tu comprends? Alors, je pense que c'est mon avocat qui peut vous le prouver. Dans la mesure où il a été là-bas et qu'il a démontré qu'elle avait une assurance contre le viol. C'est-à-dire que si elle gagnait le procès, je crois que cette femme engrangeait 1,5 million ou 2 millions
de dollars. Et donc, tu t'imagines la chose. Et le problème, c'est que reporter... Ok, j'ai été innocenté. La chose qui n'a pas été bien faite, à mon goût, je trouve, parce que les médias se sont donné à cœur joie de me salir, de dire sur M6, carton rouge, l'espoir français, Gare Dembélé, c'est du gâchis, pas de problème. Mais vous avez les preuves que j'ai été innocenté et que je suis blanc comme neige, même si je suis noir. Jeu de mots. On n'a pas appuyé, on n'a pas fait un article sur ça. On a juste dit une ligne, oui, Dembélé Gara est sorti de prison. Mais on n'a pas dit que j'ai été innocenté par rapport à ci, ça. Et, tu sais, Gara, toi, et moi, je te crois totalement hein, par rapport à cette histoire. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais pourquoi tu n'as pas porté plainte derrière toi? Alors, il fallait encore de l'argent. Ouais, mais même si tu n'as pas les moyens aujourd'hui pour laver son honneur, je pense qu'il faut aller au bout du process tout en sachant que tu as quand même pas mal de contacts. Et je te dis ça, mais je pense notamment à Brandao aussi, qui a été accusé à tort. Je pense notamment à Benjamin Mendy, qui a été accusé à tort. Et en fait, si tu veux, quand tu es accusé et quand ton nom est trempé dans une affaire de mœurs, eh ben, tu as pris perpète. Ah ouais, bah, je peux te le dire. Hein, tu vois ce que je veux dire? Même quand je prends le RER et tout, j'entends les gens, ah, tu te rappelles pas, lui, c'est le mec. Exactement. Et en fait, même si effectivement ça a un coût, mais moi je me dis qu'il n'y a rien de plus précieux que son honneur. Donc pourquoi tu t'es pas allé au bout du process? Parce que quand je suis sorti de prison, j'ai eu une semaine pour faire les fêtes, entre parenthèses. Et puis après, j'ai eu un essai dans un club à Istres. Je voulais jouer au foot. Je voulais rejouer au foot. Je voulais que rejouer au foot. Ils m'ont dit, tu es sorti, tout va bien, t'es innocenté, mais moi je voulais jouer qu'au foot et sincèrement, j'avais pas le truc à reporter plainte. Encore, c'est repartir dans des trucs financiers où j'avais pas les moyens, tout simplement aussi. Attends, mais qui... Je remercie tous mes anciens collègues d'Auxerre, déjà, qui m'ont permis d'avoir les meilleurs avocats à Rome, et l'un des meilleurs aussi à Lyon, qui partait de Lyon à Rome. 3 avocats en tout. Ça fait de l'argent. C'était pas un procès... c'était un procès où je passais tous les jours à la télé, moi, en fait. C'était Rayuno, la 1, la 2, la 3, la 4, toutes les chaînes. J'ai changé, je jouais ma gueule. C'est simple. Et c'était quoi le traitement qu'on accordait aux présumés agresseurs, pour rester poli et pour rester dans les codes? Eh ben, c'est très simple. On est dans un bâtiment où on n'est qu'avec des mecs qui ont eu des problèmes avec des femmes. C'est-à-dire des proxénètes, des violeurs, des tueurs d'enfants, des tout. Moi, j'étais avec ces gens-là. J'ai même vu des gens qui avaient presque 90 ans avec des fauteuils roulants qui faisaient leur promenade à l'extérieur de leur cellule parce qu'ils ne pouvaient pas descendre les marches. Le traitement, c'est très simple. 2 douches par semaine, d'accord? 10 minutes la douche, 10 minutes. Pas 1 minute de plus. Voilà. Donc moi, au début, quand j'arrive, tout le monde me voit à la télé de toute façon. Tout le monde me voit à la télé, donc on me reconnaît facilement. Je prends mon quartier dans entre parenthèses ma cellule. Je me retrouve avec 6 personnes, c'est compliqué. Je connais personne, je parle pas la langue. Les jours passent. Moi, j'ai un truc, aujourd'hui, je me rends compte, c'est que j'apprends rapidement les langues. Donc en Italie, au bout de 3 semaines, je parle italien. Parce que je regardais la télé en italien, j'écoutais les gens parler, puis après j'étais curieux, donc je demandais, ça rentrait. Donc voilà. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué la prison. Tu sais, tu arrives là-bas, t'es pas chez toi, tu parles pas la langue, ta famille est loin, t'es jeune.
Le seul truc que j'avais, c'est que j'avais beaucoup de soutien, c'est-à-dire que je recevais beaucoup de lettres. Ah là, c'était incroyable. Je recevais environ 200, 300 lettres par jour. J'en pouvais plus. Et c'est pas que j'en pouvais plus, c'était merci, mais bon, je pouvais pas répondre. C'était un soutien inconditionnel pour des gens que je ne connaissais pas. Il y avait même des gens qui étaient dans d'autres prisons, des Français en Italie, qui m'envoyaient « Force à toi, ton histoire, c'est de la merde ». Bah, c'est très simple. Quand j'étais incarcéré, le 2e mois, il y a eu la même affaire. Similaire. La même. Et ça a été un Nigérian. Et le pauvre Nigérian s'est fait arrêter, il n'avait pas de munitions. Il n'avait pas d'argent sur lui, pas d'avocat, un étranger qui vendait des trucs à la sauvette. Il a pris 4 ans. En Italie, quand tu prends, je crois, si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'ils ont changé, si tu prends 3 ans, tu ne les fais pas. Mais si tu prends à partir de 4 ans, tu les fais direct les 4 ans. Donc lui, ils lui ont mis directement 4 ans. Donc il fait les 4 ans. Et il m'a demandé de l'aider. Moi, je suis parti. Je te dis la vérité. Je lui ai laissé la moitié de ma valise. Et je crois que je lui avais laissé 1500 € pour qu'il puisse se démerder. Et quand je te dis la vérité, hein, quand je suis parti de l'Italie, j'ai pleuré comme un petit garçon, ouais, à qui on enlève son truc. C'était devenu ma famille après dans ma cellule. Je les connaissais pas au début. On s'est mis sur la tête. Mais quand je suis parti, je suis rentré après eux. Je les laissais aussi. Je sais, sans savoir ce qu'ils ont fait, parce qu'on est en prison, tout le monde dit on n'est pas coupable. Ça, il faut le savoir. En prison, on n'est pas coupable, on n'est pas coupable. Moi, j'étais pas là pour les juger. S'ils sont dedans, s'ils ont pris une peine, qu'ils la jugent. Qu'ils fassent leur peine. Mais à moi, en tout cas, entre nous, c'était un truc sain. Il y avait des trucs. Il y avait comme un code. Hein. Il y avait comme un code. Moi, le mardi, il n'y a personne qui pouvait mettre la télé. À partir de 3 semaines, il n'y a personne qui pouvait mettre la télé à partir de 14 ans parce que je regardais mon truc Jean de la rue sur la 2, avant qu'il décède. Ah oui, c'était comme ça. Et j'ai dû mettre des nions sur la gueule pour faire ça. Donc la prison, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Et c'était quoi la réaction de la famille dans tout ça? Choqué. Parce que connaissant leur fils, mon père et ma mère se sont dit, mais c'est pas possible. C'est une blague. Eh ben non, c'était pas une blague. J'étais vraiment incarcéré. Et c'est compliqué. Pourquoi? On est des Africains en plus. Tu connais les trucs. Absolument. Ça va vite. Alors, regarde la famille de Dembélé, regarde, il est parti. Même si ça aurait pas été pour un... Même si, je sais pas moi, un mec de notre famille part en prison, regarde, il est parti en vacances en prison parce qu'il... Tu vois comme ils sont. Ça parle. Je pense que mes parents ont géré parce que, me connaissant, non. Mais je pense que ça a été compliqué pour eux. Et je n'en aurais jamais parlé. Pour de vrai. Donc là, je resterai avec ça jusqu'à la fin de ma vie, c'est vrai. En tout cas, triste constat et dur témoignage. Et en fait, tu vois, pour fermer la parenthèse, c'est si moi je te parle de ça, c'est que quand tu prends, ou du moins quand on t'accuse de ce genre de choses, eh ben c'est toute la famille qui prend. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il faut rien laisser passer. Je pense que ma famille, ouais, ça a dû leur faire quelque chose. Mais moi, sincèrement, je ne l'ai pas senti. Pourquoi déjà? Parce que j'ai pas eu leur ressenti par rapport à ça. J'étais loin. Parce que quand je suis revenu, quand je suis sorti de prison, comme je t'ai dit, j'ai fait une semaine, après je suis reparti directement à Istres, après je suis parti... je suis parti rapidement, donc... Oui, en fait, ils étaient juste contents de me voir. Hein. Ils étaient contents de me voir. Ouais. Accusé, ouais. Ouais. En tout cas, je partage ta peine, Frangin, et je te remercie déjà pour ce témoignage poignant que tu es en train de nous livrer, parce que tu es en train de
inconsciemment ou pas, mais tu es en train de nous sensibiliser sur les dangers qui sont aussi liés à la célébrité, qui sont liés à beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas voir de prime abord. Et pour toutes ces choses-là, moi, je te dis merci déjà, Gara, sincèrement. Et pour poursuivre, voilà, tu es à Istres, tu es en train de te chercher, hein, plus ou moins. Hein. Mais comment ça se fait, parce que tout le monde est unanime pour dire que tu as un talent brut, mais comment ça se fait que tu n'aies pas réussi à percer le plafond de verre? Bah déjà, après le problème en Italie, c'est compliqué. Ouais. Déjà, quand je sors de prison, j'ai presque 3 mois sans avoir couru vraiment, parce que j'avais une cellule où il y avait 50 mètres. Parce qu'on était la merde dans la prison, nous. Donc on avait des petites promenades. Donc j'ai pas pu courir. Donc là, moi j'arrive à Istres. Malgré tout, test physique, entraînement, je marque des buts. On me dit tu restes. Donc c'est là la résilience, le courage. Je sors, je me dis faut que je m'en sorte, il faut que je leur montre, il faut. J'ai réussi entre parenthèses à Istres et puis après voilà, ça a commencé à repartir. Et après, la vie a fait que... L'Istres était en Ligue 2 à l'époque. Exactement. La vie a fait que, c'est-à-dire? La vie a fait que... Bah, qu'après Auxerre, le Danemark, je pars en Bulgarie. En Grèce, pardon. Dans un petit club en 2e division, qui s'appelle Périkos, à côté de Salonique. Bah, ça se passe, c'est un petit club, c'est pas trop professionnel. On nous paye en cash, en file indienne, quand il y a de l'argent. T'étais à combien là-bas? Oh, là-bas, je crois que j'étais à 5-6 000. 5-6 000 en cash, ouais. On nous paye en cash. Puis après, quand je marquais les buts, je crois que j'avais 1 000 €. Ouais, donc on nous payait comme ça, bon, bref. Donc, ouais, je vais là-bas en Bulgarie, 2e division. Au bout d'un moment, le président ne nous paye plus en 2e division. Donc là, j'ai un club de 1re division bulgare qui me demande de venir, si jamais ça m'intéresse. Et la condition, c'était qu'il me paye tous mes arrêts de salaire. Donc, vamos, 1re division en bulgare. Je passe d'une 2e à une 1re, on me paye tous mes arrêts de salaire. J'y vais. Je fais 6 mois au Lokomotiv Plovdiv. Ça fonctionne bien et de là, je suis transféré au Levski Sofia. Exactement. Et là, au Levski, je fais une saison de dingue. Et je me souviens, tu étais un top scoreur. Ouais. Le top scoreur même. Et moi, je veux que tu me parles cette fois-ci de certaines addictions que les footballeurs ont. Par exemple, toi, bon, on disait de toi que tu étais un fêtard, que voilà, parfois tu venais un peu avec la gueule de bois, etc. Tu vois, n'ayons pas peur de mots, si on doit se dire la vérité. Et mon frérot, moi, je veux que tu me parles de tous ces dangers-là. Parce que, tu vois, je sais qu'en Angleterre, il y a Paul Gascoigne qui a connu des déboires aussi. Tony Adams. Il y a Cicinho. Moi, j'avais vu une interview de lui où il disait que lui, en fait, il était tellement tombé loin dans la dépression que il se mettait à boire et qu'il prenait beaucoup de cocaïne. Il a dit que il levait un petit peu le pied, pardon, parce qu'il savait que ça allait pas passer au dépistage. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, si on doit mettre les 2 pieds dans le plat en termes d'addiction, et l'objectif c'est pas de faire du voyeurisme ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais si tu peux nous sensibiliser à ce niveau-là, s'il te plaît. Alors moi, ça va être très simple. Hein. Le truc où j'ai vraiment eu des problèmes, c'était avec l'alcool. L'alcool, j'ai commencé à connaître l'alcool jeune, c'est-à-dire après être sorti du centre de formation. Parce que là, quand tu sors du centre de formation, entre parenthèses, on prend ses ailes. Exact. Donc, tu peux aller dans les bars, tu peux aller en discothèque, même si tu n'as pas 18 ans. Et voilà, tu vas dans des endroits comme ça, tu goûtes une fois, ça te met dans un état second, un truc que peut-être tu vas kiffer une fois,
Et ben tu te dis, à chaque fois, dès que je vais sortir, eh ben, je vais refaire la même. Et moi, j'ai été dans ce truc-là, d'alcool, de picoler, mais j'ai jamais été dans le truc de coke ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Mais en tout cas, l'alcool, mais déjà pour moi, l'alcool, c'est l'une des pires drogues. Parce que l'alcool, déjà, elle te change. Tu n'es plus toi-même. Tu peux faire des choses, tu te rappelleras pas. Tu dis des choses que tu ne penses pas. Tu es méchant. Tu es agressif. Tu pues de la gueule. Eh oui. Voilà. En fait, l'alcool, ça va pas arranger tes problèmes. Hein. Dans ta tête, ça va. Tu vas encore plus cogiter. Tu vas cogiter. Et c'est ça le problème de l'alcool. Et après, on peut se faire soigner. Hein. Il faut avoir la volonté aussi. Parce que l'alcool, c'est une drogue comme le tabagisme et d'autres drogues. D'autres drogues, par exemple, des gens qui bouffent du sucre toute la journée, c'est une drogue. Je suis désolé, c'est une drogue. Voilà. Il y a toujours... On est en France. On a quand même ce qu'il faut pour essayer de se faire aider. Tu vois. C'est pas comme si t'étais... Je sais pas où. On est dans un pays, malgré tout, on a... Niveau hôpitaux, tout ça, on est pas mal. Donc... ouais, Et toi, quand tu étais en train de sombrer, t'as pas cherché à avoir de l'aide? non. Autour de toi, les gens savaient que tu changeais. Les gens changeaient, mais ils me disaient rien. Donc on voyait ta descente. Je pense. On me le disait. Ouais. Bois moins. Mais tu me le dis, ça rentre, ça sort. En fait. Et c'est... Vraiment. Et tu voulais me dire quoi, moi? Parce que c'est moi qui te payais déjà ta soirée. Hein? Ouais. C'est moi qui te payais, genre... si tu faut dormir dans un... C'est moi qui te paye ton taxi si t'arrives pas à rentrer. Tu vas me dire quoi, toi, moi? Merci, au contraire. Tu vas même oublier que j'étais bourré. Et c'est ces amis, ces connaissances toxiques qui font que déjà, toi, tu vas pas bien. Alors, ils vont t'envoyer encore. Ah, ils vont t'emmener. Vu que toi, t'es fragile, tu vas les suivre. J'ai une soirée à Paris. Quand? Ok. J'ai une soirée. Ok. J'arrive. Qui paye? C'est pour ta poire. Tout le monde fait sa soirée. Et puis après, personne ne te parle de la semaine. Hein. Ils te demandent pas comment t'es rentré déjà. Toi, t'arrives chez toi, tu sais même pas si t'as pas fait un accident. Et eux, ils t'envoient pas un message pour te demander comment ça va. Et le week-end d'après, c'est la même rengaine, le même message. Oh, ça fait quoi, frérot? Faible dans ta tête. Tu recommences. Ah, c'est terrible, frérot. Et c'est dur, franchement, ce que tu nous donnes comme info. Et parallèlement, ta carrière de footballeur, et tout à l'heure, je t'ai dit que tu étais un top scoreur en Bulgarie, mais juste à côté, ton problème à l'alcool n'était pas soigné. Donc, comment t'expliques le fait que tu arrivais malgré tout à performer sur le terrain? Alors ça, je sais pas comment, je sais pas comment t'expliquer, parce que j'ai un copain à moi, Quentin Westberg, qui vient d'arrêter sa carrière à l'Atalanta, qui m'a dit, je me rappelais plus moi, il m'a dit que un jour j'étais arrivé à Auxerre complètement pour un match, hein, complètement à l'ouest. Et que j'ai quand même performé, j'ai marqué 2 buts sur 3 buts. Or que j'étais complètement à l'ouest. J'étais complètement bourré. Après, que je vous dis ça, mais c'est bête à entendre. Marquer des buts bourrés. Mais oui, je l'ai eu fait. Mais ouais, c'est pas
c'est pas top, mais bon, je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait. Après, sans te couper, Frangin, qu'on soit bien clair, c'est que nous, on n'est jamais dans le jugement, frérot. Tu vois ce que je veux dire? On n'est jamais dans le jugement. Et si je te lance sur ces sujets, frère, c'est vraiment pour déjà nous sensibiliser, nous conscientiser. Et si toi-même, à travers ton parcours sinueux, tu peux permettre à certains d'éviter de prendre le mauvais chemin, eh ben on prend, mon homeboy. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est un plaisir aussi de partager. Non, mais C'est ce qu'il faut. En tout cas, tu nous fais du bien parce que tu es sincère. Je pense que, pas moi, je suis une personne parmi d'autres, mais je pense qu'il y a tellement de gens qui ont des choses à raconter et qu'il faut qu'elles les racontent. Je suis Parce totalement... que c'est important. Aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Nous, on est de génération 87, 86. T'as vu l'évolution? Exactement. On n'avait presque pas Internet, nous. Moi, j'ai commencé avec un Ericsson T18, T28, je crois, avec les clapets, les trucs bleus, là, à l'époque. Carte téléphonique, on a connu avant, les téléphones. Carte téléphonique. Les unités. Tu faisais bip, après, le mec, il te rappelait sur la cabine. On faisait les crevas. Absolument. On avait les tam-tams, les Kobe. Et... Attends, t'es où? Ah, il rend fou, il est où? Gara Dembélé. Et juste après, je t'ai dit, tu as scoré, tu étais un top scorer en Bulgarie, tu as été transféré à Fribourg en Allemagne. Là-bas, ça s'est pas très bien passé pour toi finalement, mais tu sais, j'ai cru comprendre que tu t'étais marié en Allemagne. Et tu sais, moi, je ne cesse de le répéter, mais derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Et moi, je veux savoir et je veux que tu me dises ô combien ta femme t'a fait du bien dans ta vie. Alors, c'est simple. Ma femme, ça fait plus de 15 ans ensemble. Elle m'a suivi dans les meilleurs moments comme dans les pires. C'est-à-dire qu'en Grèce, quand je te disais que quand ils nous payent ou pas, je te le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, on mangeait avec des pièces de 1, 2, 5 centimes. On avait un truc rempli de pièces couleur... les couleurs jaunes, là. On allait manger avec ça. Et quand on avait, pour acheter un sandwich, on mangeait à 2. Dis-moi combien de femmes sont restées. Combien? Et je te jure, on mangeait vraiment comme ça, frérot. Et je ne te mens pas. Je descendais dans un truc, c'est un mec qui faisait des hot dogs, des trucs hot dogs bizarres avec des trucs au poulet. On prenait un truc comme un hot dog, on le coupait en 2. On était content. Elle m'a jamais quitté. Elle est toujours là. J'ai une fille avec elle depuis 10 ans. Une fille qui a 10 ans. C'est important. C'est important. Parce que tu peux voir, il y a certains jours, après, moi, je suis pas trop dans ces trucs-là de parler des relations entre les joueurs et leurs femmes. Mais tu vois, il y a des histoires quand même, ça fait mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Donc moi, ma femme, je lui tire un grand chapeau, franchement. En tout cas, dédicace à elle. Hein, franchement. Si elle nous entend. Ouais. Et alors, comment t'expliques que tu aies décidé de te marier seul en Allemagne, sans personne, toi qui étais constamment entouré? Bah déjà parce que pour moi, c'était un endroit où l'Allemagne, c'est calme. Hein. Moi, je vivais dans une maison qui... En fait, j'avais deux maisons. J'avais 2 maisons sur un même terrain. Je louais une maison, mais il y avait 2 maisons. J'avais 4 étages, j'avais presque 500 mètres carrés, j'étais bien. J'avais ma salle de relax, j'étais bien dans ma tête. Malgré que footballistiquement, c'était compliqué. Mais j'étais bien, quand j'entrais à la maison, j'étais bien. Et là, je retrouvais ma femme, j'étais bien. Donc après, voilà, moi je me suis dit, voilà, c'est le moment, je me marie avec ma femme, puis c'est tout. Et puis, les autres, ils sont à Paris, qui restent à Paris. Hein. Puis c'est tout. Moi, je vous demande pas des cadeaux, je vous demande pas un truc pour les biberons ou les trucs. Ok.
Ok, au moins ça a le mérite d'être clair. Ah, bah, moi, ah oui. Et tu sais, tout à l'heure, bon, je tiens à préciser que tu es venu à l'heure, toujours réglo, etc. Et quand je t'ai dit, ah, je suis content de te voir, etc., tu m'as dit, ouais, ça c'est... Bah, toi aussi, tu étais content de me voir, hein. Mais tu m'as dit en termes de ponctualité, c'est l'Allemagne qui t'a appris ça. En termes de rigueur, toi. Et moi, là, cette fois-ci, toi qui as voyagé, qui as sillonné le globe, etc., je veux que tu nous dises clairement ce que les voyages t'ont apporté en tant qu'homme. Bah, les voyages m'ont apporté quoi? Déjà, quand tu vas dans un pays, en fait, et que tu vis une année, tu vois la culture du pays, tu vois les gens comment ils... Ouais, tu vois comment ils sont, comment ils vivent, la réaction des gens. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. Même quand j'étais au Danemark, ça a été un pays où je suis pas resté longtemps, mais c'est un pays, putain, mais c'est clean. Les gens, il y a rien qui dépasse. L'Allemagne, c'est la discipline. C'est au boulot, tu peux pas arriver en retard. Ça, c'est une faute grave, hein, en Allemagne. Oh, oui, ça, c'est une faute grave en Allemagne. Faut pas venir en retard. De toute façon, dans n'importe quel travail, faut pas arriver en retard. Mais en Allemagne, ça, vraiment, l'heure, c'est l'heure. En Suisse, c'est pareil. J'ai vécu en Suisse aussi parce que j'ai joué au foot, mais après le foot, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai fait serveur, j'ai fait guide touristique, j'ai travaillé sur des péniches, j'ai mis des câbles dans des maisons. Ah oui, j'ai fait plein de trucs, moi. Mais voyager, tu apprends la culture d'un certain pays à un autre, et puis déjà, moi, ça m'a permis d'apprendre les langues, ce qui est enrichissant. Et moi, j'ai toujours kiffé voir des gens différents. Dubaï, t'as la mosquée, t'as l'appel de la prière toutes les 10 minutes. En Chine, tu prends de la pollution tout le temps. Les Chinois, ils me poussent. Ça sent mauvais dans certaines rues. En Grèce, c'est la plage. En Bulgarie, c'est un pays qui est un peu corrompu, tout ça. Il y a plein de trucs différents. Mm-hmm. Et ça, moi, ça a été un kiff. Mais, et tu sais, si je t'ai lancé sur ça, c'est que j'ai l'impression que tous les voyages aussi t'ont apporté une certaine paix, une certaine humilité. Je m'explique parce que depuis tout à l'heure, dans ton récit, il n'y a pas une seule fois où tu t'es plaint. Il n'y a pas une seule fois où tu as jeté la pierre à quelqu'un en disant que j'ai pas été pris, c'était à cause de l'institution, c'était à cause de... Au contraire, tu prenais sur toi. Et moi, j'ai trouvé ça très digne et très fort. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, la crime était venue il y a quelques mois et il nous disait que les voyages lui ont appris une certaine humilité. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que ce cas de figure-là est valable aussi pour toi. Bah, déjà, le fait d'avoir voyagé, c'est une chance que tout le monde n'a pas. Déjà, premièrement. Déjà, il y a des mecs qui aimeraient aller dans leur pays, mais par exemple, aujourd'hui, pour aller au Mali, par exemple, maintenant, c'est 1200 balles. Mais il faut économiser. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de pays, et ces pays m'ont appris beaucoup de choses aussi. Et c'est pour ça que je dis que le football m'a donné beaucoup, et m'a appris aussi beaucoup par rapport à mon histoire personnelle. Mais le football m'a beaucoup, beaucoup donné. Déjà, au niveau langue, aujourd'hui, comme je t'ai dit précédemment, enfin, il y a 2 minutes, j'ai fait guide touristique. Donc, je parlais français, anglais, italien, un peu d'allemand, portugais. Je parle un peu de tout. Et ces gens-là, faut les divertir sur le bateau. C'est pas parce que je devais leur dire oui. Aujourd'hui, on arrive devant un truc d'huître. Mais les trucs d'huître, ça vient de France, parce qu'en France, l'eau est plus froide. Après, on les met chez nous, au Portugal, parce que l'eau est plus chaude. Donc, elle vient à maturité plus tard. Faut expliquer ça, faut expliquer les vignes, les trucs, en toutes les langues. Et je faisais ça toute la journée. Et est-ce que ça a pas fait mal à ton ego de passer de footballeur, quelqu'un qui est dans les spotlights, etc., à un mec random? Mais pas du tout.
Il n'y a pas de sous-métier. Absolument pas. Il n'y a pas de sous-métier. Mon père, il faisait travaux publics. Ma mère a travaillé, elle était femme de ménage à la Défense. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'ai commencé avec rien. Le foot, il m'a beaucoup donné. Il m'a beaucoup pris. Et quand j'ai arrêté, eh ben, tu reprends une vie normale. Tu t'inscris au RSA, parce que moi, si tu t'inscris, parce que moi, je suis pas rentier, moi. Moi, j'ai pas eu des clubs qui m'ont donné comme des gens peuvent penser, une fortune conséquente pour que je puisse être rentier. Pas du tout. Vous êtes loin du compte. Je vais bosser, moi. Moi, quand je suis revenu du Portugal, je gagnais 455 € du RSA. Pour le mois. Le mois. Et j'ai une fille. Faut bosser. Et comment t'expliques? Parce que t'as quand même gagné des sommes conséquentes. Par exemple, quand t'étais en Allemagne, t'étais quand même en Bundesliga. Oh, c'est pas j'ai jamais pris vraiment de grands salaires. Mais quoi qu'il en soit, c'était des sommes qui auraient pu te permettre de faire des investissements. Oui. Voilà. Oui. Par exemple, oui, quand j'ai signé en Allemagne, oui, j'aurais pu investir au Portugal où l'immobilier était vraiment bas. Abordable, c'est-à-dire que tu pouvais trouver un appartement à 35 000, 40 000. Et aujourd'hui, ces appartements-là, ils sont à 200. C'est-à-dire que j'en aurais acheté 3-4, j'aurais été rentier, là. Ce que j'ai pas fait. Ouais, ce que j'ai pas fait, mais... Ouais. En tout cas, c'était ton destin, c'est comme ça. C'est mon destin, c'est écrit. Après, moi, c'est... Le truc le plus important, c'était que ma famille ne manque de rien. Pour moi, c'est juste ça, moi, en fait. Tu vois, c'était juste ça. Et malgré tout, même aujourd'hui, hein, j'ai encore ça dans ma tête. Hein. Parce que j'ai peut-être plus mes parents, mais moi, je veux pas que mes frères manquent de quelque chose. Si je peux les aider, bien sûr que je vais les aider. C'est là. Tu sais, dans les centres de formation, comme on ne cesse de le répéter, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que les centres de formation ne devraient pas revoir leur système parce que ceux qui ne sont pas conservés sont livrés à eux-mêmes, tu vois, avec peu de formation scolaire, avec une méconnaissance de la vie sociale, sociétale, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des plus chanceux qui pourront rebondir avec des systèmes alternatifs ou autres, mais il y en a d'autres qui seront totalement livrés à eux-mêmes. Et tu vois, cette cassure, ce choc même peut briser des hommes. Oui, pour briser, parce que je vais pas donner de nom exactement, mais j'en ai dans ma tête. Mais quand tu sors du centre de formation et qu'on te dit que tu n'es pas retenu pour l'année suivante ou pour l'autre, forcément, ça te tue. Ça te tue d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que, voilà, le club te dit, écoute, on compte plus sur toi l'année prochaine. Tu prends tes affaires du centre de formation, tu rentres chez toi. Et puis après, le petit, comme tu dis, est livré à lui-même. Exact. Est-ce que on devrait pas faire un truc, je suis personne, moi, un peu comme l'UNFP, c'est-à-dire les anciens, les joueurs professionnels qui trouvent pas de club, on leur fait des stages. Parce que malgré tout, les joueurs qui sont en centre de formation, ils ont un certain niveau, quand même. Exact. Est-ce qu'on leur ferait pas un truc, je sais pas, un truc, je sais pas comment on peut inventer ça, un truc avec ceux qui sont fait virer des centres de formation. Peut-être que celui qui s'est fait virer de Nantes, il irait à Auxerre. Celui qui s'est fait virer d'Auxerre, il irait peut-être à Rennes, je sais pas. Pour essayer de les laisser dans le système. Parce que là, quand tu parles du centre de formation, tu as 16 ans, et que tu t'es dit, je vais faire ça, et qu'on te dit qu'au final, non, tu retournes dans ta cité. Exact. Mais t'es mort. Déjà, tu vas avoir le regard des autres, qui vont dire, t'as échoué, qui croyaient en toi,
qui croyaient en toi, qui voyaient déjà de l'argent en toi aussi déjà, entre parenthèses. Faut revenir avec le regard des autres. Et puis, faut que tu reprennes ta vie. Hein. T'as 16 ans, 17 ans, ben écoute, tu vas aller jouer en CFA ou tu vas reprendre tes cours, et ben c'est tout. Ou sinon, t'as l'autre alternative, tu finis dans la délinquance. Voilà. C'est la triste vérité. L'entourage, c'est très, très important. C'est très, très important. Mais après, l'entourage, on peut dire l'entourage, mais si la personne en elle-même ne veut met des œillères, l'entourage, si tu... Moi, j'ai eu, pas eu, mais moi, j'étais comme ça. Moi. En fait, personne ne voulait, faut pas me parler. Vous avez besoin de quelque chose, tiens, laissez-moi. Laissez-moi tranquille, c'est tout. Voilà. C'est dur, hein, tout ce que tu nous livres, Gara, sincèrement. Et tu vois, ta carrière, donc, du coup, est en train d'avancer. Et à la fin, c'est la passion qui t'animait toujours ou il fallait te remplir les poches? Bah, franchement, bah, tu vois, quand j'ai signé en Allemagne, j'ai signé là-bas, j'avais un contrat de 4 ans. Le coach qui m'a fait venir, il s'est fait virer au bout de 3 mois, 4 mois. Et aujourd'hui, c'est le coach adjoint du Barça. Actuellement. Le coach qui m'a fait venir, il a dormi chez moi avec ma femme. C'est le coach adjoint du Barça. Donc, ce mec-là est venu, il s'est fait virer. Le nouveau coach me dit, j'ai pas besoin de toi. Donc, moi, faut que je trouve des transferts. Je suis obligé. Donc, après, je suis parti en Chine. C'est là où j'ai gagné le plus dans ma carrière. Et je peux vous le dire devant tout le monde. Hein, j'ai gagné 45 000 euros net par mois en Chine. J'ai pas gagné plus. Et après, 45 000 euros. 45 000 euros. Les gens vont dire, oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, j'ai beaucoup à faire, moi aussi. Donc, voilà. Et puis, bah, j'ai aidé beaucoup de gens. Moi, tu m'appelais, tu me demandais 100 euros, je t'envoyais 200 euros. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont demandé 200 euros. Ils m'ont dit, j'ai pas d'assurance maladie, c'est pour ma fille. Donc, j'ai envoyé 500. Et au final, le lendemain, il était redessiné, le mec, avec sa fille. En fait, après, je veux dire que j'étais un robinet, mais j'ai été un robinet. Mais je l'ai été. On m'a pas forcé à l'être. Mais j'ai toujours été comme ça. Et je pense que c'est aussi un défaut. Tu sais, Ahmed Silla, il est venu il y a 4 semaines ici, que je salue fraternellement, qui disait que quand il faisait un cadeau, c'était lui la première personne qui soignait. Tu vois, c'était lui la première personne à qui ça faisait du bien. Est-ce que c'était pas valable pour toi? Moi, quand je jouais, que mes petites sœurs me disaient, Gara, est-ce que c'est possible pour la colonie de vacances? Bien sûr. J'étais tellement content, moi. En fait, j'ai refait un cadeau et un cadeau à moi aussi. Ah, exact. Tu vois? Bien sûr. On pouvait aller à la falaise ou un truc. Ou si mon petit frère me demande, ouais, je mets une petite paire de trucs. Bien sûr, mon petit ref. Il n'y a pas de problème. Et puis après, ouais. Puis après, il y a les trucs aussi. Il faut en parler. Hein. L'Afrique. Parce que moi, c'est un truc où faut en parler. Parce que quand t'es joueur de foot et qu'on t'appelle 50 fois par jour pour te dire il faut faire des mandats, faut faire des mandats. Ça aussi, il faut faire attention. La nouvelle génération. Il faut pas tomber dans le piège, parce que ça peut être un piège, parce que la famille n'est pas toujours bienveillante dans la forme où tu vas envoyer de l'argent pour faire une construction, pour acheter du bétail ou du riz ou du sel, ce que tu veux. Il y a toujours une histoire. C'est-à-dire que l'argent n'est pas arrivé. Il y a toujours des histoires. Et
Aujourd'hui, elle ressemble à quoi ta vie? Ma vie aujourd'hui, retraité, jeune retraité. Et là, je pense que je vais me lancer dans... Je pense que je vais aller... je vais me lancer dans... Comment dirais-je? Oui, dans une reconversion où je vais aller parler de mon expérience dans des centres de formation, aux parents, parce que je pense qu'il y a des choses à faire passer. Parce que les parents sont dans une époque qu'ils n'ont pas vécu, que les petits n'ont pas vécu la mienne, et je pense qu'il y a beaucoup à apporter, en fait. Parce que là, je pense que là, le football, là, la transition de 10 à 14 ans, là, les parents, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Moi, j'interdirais même les parents de tribune. Pas derrière les gradins, tribune. C'est fou aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ton CV, avec ton parcours, tu vois, ton histoire atypique, etc., tu serais pas utile à des clubs, mais tu sais, pour intégrer des staffs, tu vois, parce que, tu sais, des fois, la jeunesse, ils ont besoin d'avoir une histoire palpable. Tu vois, quelqu'un qui était promis à de grandes choses, mais qui, malheureusement, a été rattrapé par des déboires et a été corrigé par la vie. Bah, ça c'est... Oui, ça c'est mon but. Moi, par exemple, c'est... Si je vais dans un centre de formation, par exemple, pour parler avec eux, pour échanger, je vais pas aller un lundi. Hein. Je vais aller un jeudi, vendredi, parce qu'ils vont jouer le week-end. Comme ça, j'espère que mon discours va les booster et que quand ils vont gagner, ils vont penser à moi. Tu vois? Je veux que quand je vais aller dans un club, je veux que mon truc il résonne dans leur tête. Ça fait boum, 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 boum. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous jouez ce week-end. Et puis, s'il faut que je revienne, eh ben, je reviendrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs, que ça soit en Ligue 1, Ligue 2, des clubs de région parisienne, des clubs amateurs. Il n'y a aucun problème. Il faut le faire. Je vais laisser ma trace comme je peux, en fait. En tout cas, c'est très fort, hein. Sincèrement, je me répète, Gara, et tu fais du bien parce que tu fais pas de rétention d'informations, tu distilles, et moi, j'ai énormément de respect pour les gens comme toi, les gens comme ça, frérot, qui donnent, qui sont généreux, et qui permettent aussi d'y croire. Parce que tu as pavé le chemin pour beaucoup de gens, frangin. Donc, respect à toi, frérot. Et ce sera ma dernière question, mon frangin. Ta fille de 10 ans, comment elle voit le nouvel homme que t'es? Waouh! Grande question. Comment elle me voit? Je sais pas trop, faudrait lui demander à elle, mais après, je suis papa poule, j'emmène tous les matins à l'école, je fais son petit-déj, je m'occupe d'elle comme un papa frais. Voilà, j'essaie d'être le meilleur papa. On essaye, ouais. Il faut. En tout cas, Gara, au nom de toute l'équipe de We Hustle, on te remercie sincèrement pour cette venue, pour ce sourire, pour cette générosité, mon frérot. Et on a envie de te voir près du rectangle vert. Maintenant, on a envie de te voir avec la jeunesse parce que tu as un discours qui fédère, tu as un discours qui rassemble, qui motive. C'est le slogan de l'émission. Et c'est pas de la flagornerie. C'est pas, je te dis, c'est pas ça pour enjoliver la chose, mais c'est vraiment ce que je pense, mon frère. Merci beaucoup. Sincèrement, Gara. Merci. Respect à toi. Merci à toi. Merci de m'avoir invité encore. Et puis, j'espère que vous allez apprécier c'est cet certain. épisode. C'est certain. J'espère. C'est certain, Gara. En tout cas, suivez-le, le gars, il est bon. Merci beaucoup. C'était le tiers. Et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, j'ai nommé Gara Dembélé pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace! We hustle, baby.